la rend responsable. Pour lui, c'est sa faute. Lui, il était là, il l'aimait, par-dessus tout, il l'a tué, c'est sa faute. Non. C'est un prédateur, je vous dis, un prédateur. Il n'y avait pas un endroit chez elle où c'était pas bleu, où elle n'avait pas été frappée, quoi. Voilà, quand on voit ça, c'est dur, hein. Jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est sûr que jamais il aura mon pardon, jamais. Elle s'appelle Florence. Aujourd'hui, son combat est de réhabiliter, en quelque sorte, de laver la mémoire salie de sa sœur Odile, Odile qui n'avait que 36 ans, lorsqu'un soir de mai 2007, elle a été violée, étranglée, affreusement souillée. Un crime odieux qui avait profondément marqué le petit village de Rovarandin. Aujourd'hui, malgré son chagrin qui ne s'efface pas, Florence ne veut se souvenir que du joli sourire de sa petite sœur. Ma sœur avait 2 ans de moins que moi. Donc forcément, oui, c'était la petite sœur. J'étais contente d'avoir une petite sœur. Moi, j'étais la sœur qui était là pour faire attention à elle et la protéger, quoi. On était assez complices, quoi. L'été, on passait notre temps à faire des cabanes, à s'amuser. On faisait des tentes. C'était notre jeu favori, ça. Odile, elle était rigolote, c'était quelqu'un d'agréable, agréable à vivre et puis agréable à côtoyer. Elle respirait la joie de vivre, elle était heureuse. Elle aimait bien être entourée, elle avait beaucoup d'amis. Elle avait un tissu d'amis assez important dans le village de Rovarandin. Odile, c'était une personne qui était très joviale, qui parlait à tout le monde, qui essayait d'aider tout le monde. Elle était très expressive et elle aimait bien recevoir du monde chez elle. Elle aimait bien qu'on fasse des sorties aussi, épanouie. Elle aimait bien ses amis, elle aimait bien sa famille aussi. Odile, elle était famille, c'est vrai qu'elle aimait bien. Elle était très souvent chez mes parents d'ailleurs, parce qu'après, elle habitait pas très loin. Quand elle est partie, elle était très souvent ici. Bon, moi, j'habitais beaucoup plus loin, donc c'était plus difficile. Comme elles ne se voyaient pas souvent, Odile et Florence, quand elles se rencontraient, elle était heureuse, Florence, de revoir sa sœur, ça se voyait dans son visage. Et puis Odile était contente de revoir Florence, elles étaient proches. On voyait qu'il y avait... La distance avait créé une proximité. Elle avait un caractère quand même bien trempé. Elle était assez... elle aimait bien commander. Souvent, elle aimait bien décider quand même ce qu'on allait faire, quoi. Elle avait plus de caractère que moi, ça c'est sûr. C'est ici, à Rovarandin, une petite cité minière située dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'Odile et sa sœur Florence avaient passé une enfance paisible auprès de leurs parents Pierre et Marie-Thérèse Paulet. C'est dans ce même village, où tout le monde se connaît, qu'à 25 ans, Odile allait rencontrer le futur homme de sa vie. Il s'appelait Olivier Touche. Odile a rencontré Olivier Touche par l'intermédiaire d'un de ses amis. Et puis c'est vrai que dès le départ, on voyait qu'elle l'aimait. Elle est très amoureuse, il vient rapidement à la maison, elle le présente à mes parents. Elle avait des gestes tendres, tout ça, elle était vraiment très amoureuse, quoi. Il semblait lui aussi lui porter de l'affection, l'aimer. Ils étaient bien ensemble, elle voyait que par lui. Ça se passait très bien entre eux, dès le départ. Donc en 2000, ils décident de se marier. Elle était contente. Bon, après, c'était... elle était à fond dedans, quoi. Elle cherchait des faire-part, elle est allée pour sa robe. Elle voulait être toute belle pour ce jour-là, quoi. Le mariage, c'est venu, oui, c'était une évidence. Le mariage, c'est venu à l'issue de plusieurs années de vie commune. Et je me souviens, mon beau-père était très heureux. C'est vrai que c'était un grand moment pour lui. C'est lui qui les a mariés. Comme il était adjoint au maire de la commune, donc ça a vraiment été un grand jour pour elle et un grand jour pour lui aussi, quoi. C'était assez émouvant, quoi. Il était heureux de pouvoir marier sa fille, quoi. C'était festif, vraiment, avec des jeux. Enfin, bon, c'est typique du Nord aussi. Il y a vraiment le rituel du karaoké, enfin, tout ça, quoi. C'était vraiment un beau jour. Odile et Olivier Touche s'étaient donc mariés en 2000, et la même année, Odile va se retrouver enceinte, un vrai bonheur pour les jeunes mariés. Moi, j'essayais aussi à ce moment-là d'avoir un enfant, donc on se téléphonait très souvent pour se donner des nouvelles. Et puis bon, là, elle m'annonce la grande nouvelle, ça y est, je suis enceinte. C'était pour elle quelque chose de beau, quoi. Et puis, moi, ayant eu déjà une fille, bon, souvent, elle me téléphonait pour avoir des conseils ou pour avoir des ressentis, voilà, quoi, sur la maternité, la grossesse, quoi.
Une petite fille qui va naître au mois d'octobre. Et puis c'est la joie pour tout le monde. C'était le bonheur parfait. C'était la petite princesse qui arrivait, c'était super, quoi. On était tous heureux, on voulait tous des photos, c'était vraiment quelque chose, quoi. Et puis c'était son premier bébé, quoi, donc normal. C'était une maman qui était heureuse et qui faisait tout pour sa fille. Elle vivait que pour sa fille. Elle était... sa fille, c'était tout pour elle. Ça représentait le summum de sa vie, quoi. Elle avait sa fille, elle était épanouie. La maman, elle est devant toi. C'est dans cette maison située à Rovaandin, à une centaine de mètres seulement des parents d'Odile, que le jeune couple et sa petite-fille va s'installer. À ce moment-là, tout semble leur sourire, mais les années passent et l'amour va peu à peu se dégrader. Au fur et à mesure des années, c'est vrai que c'était plus le beau fixe des premiers temps. On voyait qu'il y avait une certaine tension entre eux. On sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait plus rond. Ça allait plus. Elle a commencé à me raconter des choses. Et puis bon, nous, on s'apercevait aussi de certaines choses, quoi. Il mentait beaucoup. Et puis, il s'est mis à voler. À voler mes parents, à voler les uns et les autres. Il y avait des choses qui disparaissaient. Et puis bon, on a vite eu des soupçons sur lui, quoi. Un couple qui finalement se déchire parce que tout le monde n'évolue pas de la même façon et que son compagnon n'a pas la valeur travail comme repère principal, mais par contre, selon ce qu'il m'est rapporté, est toujours prêt à dépenser. Dès qu'il avait de l'argent, il le brûlait de suite. Ça ne restait pas entre ses doigts, il fallait qu'il le dépense. Il fallait qu'il ait de l'argent et qu'il le dépense. En fait, il dépensait l'argent du ménage dans des jeux à gratter. Donc il a commencé à ne plus payer ses factures. Et puis bon, un jour, ma sœur a retrouvé des tas de factures impayées cachées au-dessus d'une armoire. Jusqu'au jour où elle a eu des menaces du huissier, quoi. Elle était complètement perturbée par ça, il ne payait rien. Et puis les huissiers étaient frappés à la porte, elle ne voyait pas comment s'en sortir. Donc un couple qui s'use et qui s'abîme et qui finalement décide de se séparer et de divorcer. Donc elle a décidé d'entamer une procédure de divorce. Le souci, c'est que lui ne se présentait jamais aux convocations, donc ça a duré. Et puis bon, le divorce, ça n'a jamais été vraiment prononcé, quoi. Donc ils se sont quand même séparés. Lui, il avait pris un appartement après sur Douai, et elle était restée dans sa maison. Après, il faut savoir que ma belle-sœur le recevait régulièrement à la maison, parce qu'il était sans le sou, il vivait de rien. Elle lui lavait son linge, elle lui donnait à manger. Elle continue de prêter beaucoup d'attention et d'égard à son ancien compagnon. Elle lui fait encore des courses. Quand celui-ci se plaint de ne rien avoir dans le frigo, elle a encore cette générosité-là. Elle avait le cœur sur la main. C'était quelqu'un de très, très gentil, qui aurait donné sa chemise pour n'importe qui. Je lui avais même dit, je comprends pas comment ça se fait que tu continues à l'aider alors que vous êtes séparés et qu'il n'a pas été très sympathique. Et elle m'a répondu, en fait, c'était le père de sa fille et puis elle voulait que tout se passe bien et qu'ils entretiennent des bons liens par rapport à leur fille, en fait. Elle avait, on dirait, raté son mariage, mais elle voulait quand même que tout se passe bien pour sa fille, pour leur fille. Et c'est là où ils en étaient quand le drame s'est passé. En fait, Olivier avait du mal à accepter la rupture. Or, si Odile gardait de bonnes relations avec lui, ses parents, à elle, en revanche, ne voulaient plus entendre parler de leur ex-gendre. Odile, qui était bien décidée à reprendre sa vie en main, avait trouvé un emploi d'agent de sécurité. Tous les jours, elle commençait son service à 5 heures du matin. Alors, pour ne pas réveiller trop tôt sa fille, âgée de 6 ans et demi, elle la déposait tous les soirs chez ses parents afin qu'il y passe la nuit. Odile terminait sa journée de travail à 13h30 et pouvait ainsi récupérer sa fille à la sortie de l'école. Bref, une vie bien réglée, organisée, jusqu'au 25 mai 2007. Ce jour-là, étrangement, Odile n'était pas là à la sortie de l'école. Donc en fait, mes parents, ce jour-là, s'apercevant qu'elle n'était pas venue pour récupérer la petite à l'école, il téléphone, elle ne répond pas. Une mère comme elle qui vient pas récupérer sa fille, ça sonne, personne décroche, il y a quelque chose d'anormal. Sa fille, c'était tout pour elle.
Elle ne vivait que pour sa fille et que par sa fille. Et là, ne venant pas la chercher, ça a inquiété tout le monde. Les parents ne comprennent pas parce que ce n'est vraiment pas l'habitude de leur fille de ne pas prévenir et de ne pas donner d'informations. Ma sœur, c'était vraiment... tout était réglé, quoi. Elle venait toujours à la même heure, elle repartait à la même heure. Donc là, c'est vrai que c'était inquiétant de ne pas la voir arriver et pour récupérer sa fille à l'école, quoi. On sait qu'elle n'est plus au travail à cette heure-là et donc rien ne l'empêche de répondre au téléphone. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas joignable. C'est pas du tout son genre. Vraiment, il y a forcément un problème. Mais lequel, ça, les parents sont bien loin de l'imaginer. Très inquiets, Pierre et Marie-Thérèse Paulet appellent l'employeur de leur fille. Ils apprennent qu'elle n'est pas venue travailler le matin. Du coup, de plus en plus angoissés, les parents d'Odile, qui avaient un double des clés de leur fille, décident de se rendre chez elle. Donc mes parents étant inquiets, ils sont allés voir à la maison. Ils ont introduit la clé dans la serrure. Il y avait déjà la clé de ma sœur de l'autre côté, enfin à l'intérieur, qui était dans la serrure, quoi. Donc c'était encore plus inquiétant, quoi. Ils se sont dit, c'est que elle est là. Et là, bien évidemment, la respiration s'accélère et le cœur n'en bat que plus vite parce qu'on sait qu'elle est donc dans les murs, sauf que quand on l'appelle et que quand on crie, elle ne répond pas. Il n'y avait aucun désordre qui régnait. La maison était propre, rangée comme à son habitude. Il a fait le tour de toutes les pièces pour essayer de la trouver. Et donc, ils progressent, ils avancent pièce par pièce. La maison n'est pas immense et très vite, ils se rendent dans la chambre parce qu'ils ont fait déjà un premier tour visuel de l'ensemble. Mais ils y vont en dernier parce qu'ils ne l'imaginent pas dans cette pièce-là. C'est pas du tout son tempérament et ce caractère de faire une sieste avant de récupérer sa fille. Quand ils sont arrivés dans la chambre, ils l'ont vue couchée sur le côté. Ils se sont dit elle a été malade et puis elle est restée au lit et qu'elle n'était pas bien. Elle est peut-être malade, elle a eu un malaise, et puis c'est pour ça qu'elle n'est pas venue à la maison récupérer sa fille. Il est clair que la voir dans le lit, a priori, est plutôt rassurant. Vous rentrez dans n'importe quelle chambre, vous voyez ça, vous dites la personne dort, paisiblement. Il s'approche d'elle pour voir ce qui ne va pas, lui toucher le front pour voir si elle est malade, si elle a de la température. Et là, au toucher, quand il lui touche le front, elle est froide. Elle est froide. Là, il est paniqué. Il enlève la couverture ou l'édredon, je ne sais plus ce qu'elle avait sur elle, et puis il s'aperçoit qu'elle a les cheveux tout ébouriffés et un côté de sa figure qui est tout bleu. Il comprend qu'elle est sûrement morte. Monsieur Paulet va découvrir que sa fille est froide. Ce qui lui est le plus cher est là, froid, mort, allongé dans un lit, et sans qu'on ait d'explication. Il se demandait pourquoi, de quoi elle aurait bien pu mourir. Une maladie, un étouffement, c'était... c'est la panique, il appelle les secours pour qu'ils viennent voir ce qui se passait. Après, ils m'ont téléphoné. C'est ma mère qui m'a téléphoné. Elle me dit ta sœur est morte. Donc là, bon, sur le coup, elle me dit n'importe quoi. Donc je lui dis mais non, elle n'est pas morte. Si, il y a des spécialistes qui sont là avec des tenues blanches. Donc là, c'est bon, quoi. On a la réalité en face, quoi. Donc là... Qu'est-il donc arrivé à Odile? À 36 ans, la jeune mère de famille était en parfaite santé. Ses parents, encore sous le choc de cette mort brutale, pensent alors que peut-être Odile s'est étouffée dans son sommeil. Mais pourquoi? Mais comment? La police judiciaire de Lille, appelée en renfort, arrive très vite sur les lieux. Alors, lorsque nous arrivons dans le quartier, nous découvrons en fait une succession de petites maisons individuelles, un quartier plutôt agréable à vivre. La maison est un petit pavillon, très bien entretenu, très propre, très bien rangé. On a une excellente première impression lorsqu'on franchit la porte d'entrée. Il n'y a pas de traces de lutte, pas de traces de cambriolage. Rien ne semble indiquer que nous sommes en présence d'un crime. Il n'y a manifestement pas de signe d'effraction, il n'y a pas de signe de cambriolage ou de tiroir vidé, on n'a rien. Lorsqu'on pénètre dans la chambre à coucher où le corps de Madame Touche repose, la chambre n'est pas en désordre, Madame Touche est allongée sur le lit, elle est vêtue d'une nuisette, on ne voit pas immédiatement son visage qui est recouvert par ses cheveux. Donc le médecin légiste va se rendre sur les lieux et va procéder à un examen externe du corps. Et là, le praticien va relever des traces inquiétantes.
C'est une autopsie terrible qui est livrée dans le cadre de ce dossier. Elle est couverte de coups, elle a des ecchymoses sur le corps, et notamment, nous dira le médecin légiste, des ecchymoses de défense. Le viol est envisagé en raison des écoulements sanguins qui vont être relevés par le médecin légiste au niveau des parties intimes de Madame Touche. Et elle a des traces de strangulation autour du cou, des traces importantes. Certaines ont été faites à la main, mais il n'y a pas d'autre expression que le travail a été achevé avec une corde ou avec un élément assimilé à une corde. Donc on a véritablement là une cruauté en plusieurs temps, une volonté homicide qui dure longtemps. Elle a dû vraiment agoniser, quoi, parce qu'il a d'abord étranglé avec ses mains. Et puis, alors qu'elle était encore en vie, il est allé chercher une corde pour finir de la tuer avec une corde, quoi. Donc là, ça a été... Ça fait un choc d'apprendre que dans sa propre famille, quelqu'un est décédé d'un meurtre, d'une mort violente. C'est quelque chose qui perturbe. On a vu les photos, quoi. Il n'y avait pas un endroit chez elle où c'était pas bleu, où elle n'avait pas été frappée, quoi. Voilà, quand on voit ça, c'est dur, hein. Donc je me dis, mais tout ce qu'elle a dû endurer, à quoi elle pensait, elle a dû se voir... Enfin voilà, elle a dû penser à quoi? À sa petite fille. Le deuxième volet, le plus délicat, a été de prendre en charge la petite. La petite qui se retrouvait du jour au lendemain sa maman. Tout ce qu'elle va vivre après, en fait, qu'Odile ne verra pas et qu'elle ne pourra pas partager avec elle non plus. Elle perd sa mère qui vivait que pour elle. C'était sa vie. Sa fille, c'était sa vie. Donc du jour au lendemain, elle se retrouve, la pauvre petite, elle n'a plus rien. Quand mes parents m'ont téléphoné pour m'annoncer le décès de ma sœur, j'ai de suite dit tu ne dis rien à la petite. Je leur ai dit il faut rien dire. Vous avez qu'à lui dire que sa maman elle a eu un accident, que elle est à l'hôpital et que voilà, quand elle ira mieux, on ira la voir. Mais j'ai surtout, vous lui dites rien. Comme ça, je me suis dit, je vais réfléchir à comment je vais aborder le sujet, comment je vais lui annoncer, mais je voulais lui dire moi-même, quoi. Sauf qu'entre-temps, elle m'appelle, elle me dit, Tati, voilà, maman, elle a eu un accident, elle est à l'hôpital, et tu sais, c'est bientôt la fête des mères. Elle me dit, je lui ai fait un beau poème, je vais te le lire au téléphone. Donc là, elle me lit le poème au téléphone. Là, ça a vraiment été difficile, quoi. L'autopsie révèle que la jeune femme a été violée et tuée il y a une dizaine d'heures, soit la nuit précédente. Mais aucune trace de sperme ou d'ADN n'est retrouvée sur le corps d'Odile. Alors, la police judiciaire de Lille poursuit ses investigations dans la maison à la recherche d'indices. On va procéder à une reconnaissance des lieux avec des familiers pour déterminer ce qui a été bougé, ce qui a disparu ou éventuellement ce qui a été ajouté. Il n'y avait plus son sac à main, donc elle avait l'habitude de poser sur la table, donc pas de sac à main, pas de téléphone portable. Et puis il n'y a plus la voiture. La voiture a disparu aussi. Là, on pensait vraiment qu'un cambrioleur, un rôdeur, un voleur qu'elle aurait surpris, quelque chose qui aurait mal tourné. Le cambriolage pourrait paraître crédible, sauf qu'il n'y avait pas de désordre. C'est ça le point. Cambriolage, il y a du désordre. Les meubles sont fouillés, les armoires, le linge est mis par terre, les tiroirs sont renversés, là, il n'y a rien. Tout est propre, tout est rangé. Alors le cambriolage, oui, on peut se dire c'est un cambriolage, mais le cambrioleur savait où aller chercher les choses. Vous n'avez pas d'éléments permettant de conclure à une effraction, vous n'avez pas d'éléments permettant de conclure à une lutte, à une bagarre, et en fait vous avez plusieurs pistes qui s'imposent à vous, mais qui ne sont pas forcément très cohérentes et qui ne se marient pas entre elles. D'où une très grande prudence des enquêteurs dans les premières heures de l'enquête, car on ne sait pas quoi privilégier. La porte n'était pas fracturée, les fenêtres n'étaient pas fracturées non plus, il n'y a rien. Ce qui laisse supposer que la personne soit a été invitée à rentrer,
soit savait comment rentrer dans la maison. C'est que ma belle-sœur devait connaître son cambrioleur, son assassin. On se demande donc à ce moment-là qui peut en vouloir autant à Odile. Rien ne pouvait justifier dans son mode de vie que quelqu'un s'acharne sur elle. Elle a une vie mais parfaitement lisse. Donc qui peut lui en vouloir à ce point? Ma sœur, Odile, n'a pas d'ennemis. Elle n'a pas d'ennemis, elle s'entend bien avec tout son voisinage, elle aime rendre service, enfin voilà, elle est vraiment aimée, estimée de tous ses voisins. Qui peut lui en vouloir autant, quoi, à quelqu'un d'aussi gentil, quoi, c'est... Quelqu'un qui aurait pu lui faire mal, je voyais vraiment pas quelqu'un en train de l'assassiner, quoi. Je voyais pas. Tout le monde devient suspect. Qui a pu faire ça? Pour le savoir, les enquêteurs interrogent le voisinage, mais personne n'a rien vu ni entendu d'anormal la nuit du meurtre. Un appel en France et en Belgique est également lancé pour retrouver la voiture d'Odile, mais cela ne donne rien, ainsi que la géolocalisation de son téléphone portable. L'assassin d'Odile n'a décidément laissé aucune trace, la police n'a donc aucune piste. Mais 24 heures plus tard, les enquêteurs vont recevoir une aide inespérée, un élément capital. On reçoit un appel téléphonique à la PJ d'une amie d'Odile Touche, qui est Sabrina. Et en fait, Sabrina va nous expliquer un élément qu'elle trouve intriguant. Elle va nous expliquer avoir reçu un SMS d'Olivier Touche, SMS dans lequel Olivier s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son épouse depuis un certain temps. J'étais chez des amis et je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Et j'y lis « Salut, c'est Olivier. Est-ce que peux-tu essayer de joindre Odile car je n'arrive pas à la contacter, en fait. » Ce qui signifie qu'a priori, Olivier Touche n'a aucune information sur le décès et ne sait pas qu'Odile est décédée. Je reçois son message et là, je me dis pourquoi il m'appelle moi. Et surtout comment il a eu mon numéro, quoi. Monsieur Touche l'a jamais appelé, l'a jamais contacté, s'est jamais rapproché d'elle. Ils n'ont jamais été copains, ils n'ont jamais été amis, elle lui a jamais donné son téléphone, etc. Donc elle ne comprend pas, elle trouve qu'il y a quelque chose de bizarre à ça. Quand j'ai rencontré Odile, donc elle était déjà séparée de son mari et j'ai connu son mari qu'à travers Odile. Je me suis dit c'est pas normal en fait que de recevoir un message de l'ex d'Odile alors qu'il n'est pas censé avoir mon numéro, je le fréquente pas, je le connais pas et je lui parle pas. Donc c'est de là où je décide d'appeler la police en fait. Et là, on a un élément d'investigation à creuser qui est intéressant, c'est comment Olivier Touche a pu entrer en possession de ce numéro de téléphone. Tout le monde pense que c'est Olivier Touche qui a le téléphone portable de sa femme et qui le manipule. Donc le raccourci est fait et il devient le suspect principal. Il est très urgent pour nous de rencontrer ce dernier et de l'interroger, alors que finalement, depuis la mort de son épouse, il ne s'est absolument pas manifesté. Olivier Touche est donc convoqué le soir même dans les locaux de l'hôtel de police de Douai. Là, les enquêteurs lui annoncent la mort d'Odile et observent sa réaction. La première audition d'Olivier Touche au commissariat de police a été le tableau d'un homme complètement effondré qui découvre que sa femme a été assassinée. Il va pleurer, il va nous expliquer qu'il perd tout, puisque en raison de sa situation financière très précaire et sa situation professionnelle inexistante, eh bien, il était totalement dépendant d'Odile. Donc pour lui, la mort d'Odile signifie qu'il a tout perdu. Il répète qu'il a encore besoin d'elle, qu'il y est encore extrêmement attaché au niveau sentimental, qu'elle est toujours dans son cœur. Donc derrière son chagrin, il y a même de la reconnaissance et de l'admiration. Les enquêteurs, au-delà de lui annoncer cette nouvelle et de tester, de voir sa réaction, souhaitent bien évidemment comprendre, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir, souhaitent comprendre comment il a pu être possesseur du numéro de cet ami. Olivier Touche va nous expliquer que c'est Odile qui le lui a donné, considérant Sabrina comme étant une personne à prévenir en cas d'urgence. Son explication est parfaitement crédible et recevable. Les enquêteurs vont vérifier, vont essayer de lui demander s'il dispose d'un alibi pour les heures approximatives du crime. Il va nous expliquer qu'il était atteint d'une forte migraine, qu'il a cloué au lit et qu'il a passé sa journée, une grande partie de sa soirée, à regarder la télévision. Il va nous donner énormément de programmes télé qu'il aurait regardés,
On va vérifier, c'est exact. Au travers de ses réponses, il nous explique aussi, de manière indirecte, qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à son épouse. Voilà, il a réponse à tout et il a le bon comportement. Circuler, il n'y a rien à voir. La police ne considère pas Olivier Touche comme un suspect parce qu'il a de bonnes relations avec son épouse. Il va néanmoins nous expliquer que sa femme le trompait, qu'elle chattait sur Internet, qu'elle faisait de nombreuses rencontres et qu'elle lui était infidèle. Donc très rapidement, Olivier Touche, tout en étant triste, va quand même nous dresser un portrait en demi-teinte d'Odile, la présentant comme une femme volage et indirectement nous inviter à explorer la piste de l'amant. Donc à la fin de l'audition, on n'a aucun élément qui nous permette de le placer en garde à vue. Nous n'avons pas une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a participé aux faits sur lesquels on enquête, et donc il repart libre. Le jour de l'enterrement, il était là, au fond de l'église, et il pleurait. Il pleurait, comme une madeleine, il était triste. Après, on est allé jusqu'au cimetière qui est à côté. Pareil, il était au fond du cimetière, pleurait, effondré. Il a tout le poids, toute la misère du monde sur les épaules. Il est triste pour ce qui vient d'arriver. Il est comme s'il avait perdu son amour de toujours. Et juste après l'enterrement, il m'a appelé pour avoir des nouvelles de sa fille, tout ça. Et puis, bon, il me dit, je sais qu'il y a des discordes entre tes parents et moi, mais bon, ma place, ça serait d'être auprès de tes parents pour les réconforter. À ce moment-là de l'enquête, Olivier Touche ne fait pas figure de suspect. L'homme est inconnu des services de police et semble vraiment dévasté par la mort de la mère de sa fille. Alors, n'ayant aucune piste, les enquêteurs vont explorer celle de l'amant et vérifier si effectivement Odile multipliait les aventures comme Olivier semble l'affirmer. On va interroger les proches d'Odile et ses amis afin de vérifier le portrait assez sombre qu'Olivier Touche a dressé de son épouse. Et tout le monde va s'inscrire en faux par rapport à ce portrait. Il a dépeint un portrait de ma belle-sœur qui laissait supposer que c'était une fille facile, volage, qui avait beaucoup d'amants, qui chattait sur Internet, qui s'occupait pas de sa fille. Il disait qu'elle l'aurait trompé, en fait, même pendant le mariage, qu'elle aurait eu plein de relations avec plein d'hommes différents. Mais moi, quand j'entends ça, je reconnais pas mon ami du tout, quoi. Ah, mais moi, je suis abasourdie. Hein. Je me dis, il est vraiment... il manque pas de toupet, quoi, de raconter des choses comme ça, quoi. Je suis en colère et je suis déçue. Je dis non, c'est pas possible de pouvoir parler en mal d'une personne comme ça, surtout quelqu'un qui ne peut plus se défendre, en fait. Hein. Elle est déjà enterrée, on leur fonce encore plus, en fait, donc... C'était dérangeant. C'était un outrage à sa mémoire. La personne qui nous dépeignait, c'était pas du tout ma belle-sœur. C'était vraiment ahurissant. Et donc, personne ne comprend qu'il invente ces histoires, enfin qu'il lui prête cette vie-là. Tout le monde cherche à comprendre ce qu'il a et gagné. Et que, hypothèse qui n'est pas vraie dans ce dossier, mais quand bien même ça aurait été vrai, quel plaisir il avait à venir la salir devant les enquêteurs de police. Quand on est effondré de la perte de quelqu'un, on essaie justement de trouver des éléments de valeur, de se dire on est triste, c'était quelqu'un de bien, on trouve que des aspects positifs. Mais aller de suite sur le négatif de la personne pour expliquer quoi. C'est ça le problème. Le but, c'est d'expliquer quoi. C'était salir la personne en disant ben, regardez, c'était quelqu'un de pas bien, donc c'est pour ça que ça lui est arrivé. Et moi, j'y suis pour rien. Et là, ça devient une piste criminelle intéressante. Les enquêteurs sont perplexes. Ils décident d'organiser une nouvelle perquisition du domicile d'Odile. Objectif, fouiller sa vie personnelle, sa vie intime. On va donc procéder à une nouvelle perquisition du domicile en vue de rechercher des éléments qui vont nous permettre de connaître un peu mieux la victime. Lorsque l'on va faire l'exploitation de l'ordinateur d'Odile, on va découvrir l'existence d'un journal intime qu'elle aurait rédigé, journal qui va évoquer un quotidien très compliqué avec Olivier Touche, évoquant des scènes de violence et notamment des scènes de violence sexuelle. Elle ne veut pas inquiéter ses parents en leur racontant tout, elle leur en a déjà dit beaucoup. Et donc, bien évidemment, la formule la plus simple qu'elle ait trouvée, c'est d'écrire. C'est de se confier à elle-même, finalement, par le biais d'un écran interposé. Ma belle-sœur était quelqu'un de pudique.
Odile ne parlait pas beaucoup de sa vie de couple. C'était son jardin secret. Elle la gardait pour elle. Et donc sur cet ordinateur, on ne trouvera pas des sites de rencontres, des mails langoureux ou je ne sais quoi à l'égard de qui que ce soit, mais le quotidien très classique d'une femme, très banal, où elle raconte ses journées, mais où elle raconte aussi qu'elle a été l'enfer du couple. Elle tient son journal tous les jours, elle écrit ce qu'il lui fait subir, les brimades, il la rabaisse. Il y a eu vraiment des violences, quoi. Une fois, il lui a versé une bouteille de lait sur la tête. Une autre fois, il lui a mis la tête dans un seau d'eau. Et puis, la dernière violence en date, bon, il avait voulu la violer, donc elle avait appelé la petite. Là, bon, il a tout arrêté, quoi. Pour vous montrer encore la perversité de Monsieur Touche, quand elle se douchait, il lui coupait l'eau froide ou il lui coupait l'eau chaude. C'est-à-dire que parfois elle se douchait, puis d'un coup elle avait de l'eau bouillante sur elle, et d'un autre coup de l'eau glacée sur elle. C'était son jeu, il s'amusait. C'était un jeu. Ça, il me l'avait dit. Mais malgré tout, il y a quand même des passages dans son journal où elle le défend, où elle dit bah, « je me mets à sa place, il n'a plus de travail, il n'a pas d'argent, c'est le père de ma fille, voilà, il aime sa fille. » Elle lui trouve encore, malgré tout, des circonstances atténuantes. En apparence, c'est quelqu'un de normal, de serein. Mais après, à sa face obscure, quand il était avec ma belle-sœur, c'était quelqu'un de totalement différent. Un visage que nous, on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître, qu'on a découvert au fur et à mesure de ce qu'on nous disait. Véritablement, on a un homme qui était un tyran du quotidien. Il y a vraiment de moins en moins de choses qui vont dans l'attitude de Monsieur Touche par rapport à ce drame. Décidément, Olivier Touche est bien loin de l'image du bon père de famille bafoué par une femme infidèle qu'il avait montrée lors de sa première audition. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Autre élément qui nous avait surpris, c'est la découverte dans l'ordinateur d'images à caractère pornographique. On tombe sur d'étranges montages où on a effectivement des corps de femmes nues dans des positions les plus érotiques qui soient ou les plus vulgaires qui soient, sur lesquelles il y a des têtes découpées, et les têtes qui sont découpées puis collées sur celles des mannequins qui s'étaient prêtés à ces photos-là ou à ces images-là, c'est à chaque fois la tête d'Odile. Il n'y avait pas besoin d'avoir le recours à un expert pour déterminer que ces montages constituaient des faux grossiers, puisque l'on voit de manière très claire que le visage d'Odile, que la tête d'Odile a été ajoutée sur le haut du personnage. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, et qu'on y trouve des photos d'Odile nue, dans des positions pas sexuelles, mais dans des positions où manifestement elle a été prise en photo par surprise, soit nue, soit quasi nue, en train de s'habiller, en train de se laver, en train de faire sa toilette. Et là, bien évidemment, on comprend tout de suite, les enquêteurs vont vite comprendre que ce n'est pas Odile qui a fait ses propres photos. Il est évident que ces films ont été tournés à son insu, puisqu'elle ne regarde jamais l'objectif. Elle ne prête pas du tout attention au positionnement de la caméra, dont on sait qu'elle est positionnée dans un couloir d'aération, puisque l'image est partiellement cachée par la grille d'aération. Donc, quelqu'un l'a prise en photo du grenier, ou en tous les cas a mis en place un système de prise de photo du haut. On est très surpris de l'existence de ces films, et il est évident que la caméra n'a pu être positionnée que par un familier qui avait accès à la maison, et notamment accès au plafond. Et il n'y en a pas 50 qui ont été susceptibles d'installer ce dispositif-là ou de se cacher dans le grenier pour prendre ces photos-là. Donc il y a manifestement dans l'entourage proche quelqu'un qui est complètement malade, complètement effectivement fou sur cette position sexuelle, sur cette approche sexuelle du corps d'Odile. Et là, bien évidemment, ça devient encore une fois une piste qui ramène les enquêteurs vers l'époux. Et on va s'apercevoir que ce document a été créé le 15 avril 2005, 2 ans auparavant, à minuit, donc le jour ou le lendemain de la séparation d'Odile et d'Olivier. Et c'est un élément qui va nous faire nous interroger
sur la psychologie du mari lorsque celui-ci va être quitté par sa femme. Les proches avaient déjà été auditionnés avant cette découverte, on les réauditionne sur ces photos-là, et effectivement, la sœur de la victime, Florence expliquera qu'elle avait reçu les confidences de sa sœur. Selon Florence, Odile se plaignait d'avoir été traquée, littéralement traquée par Olivier, même dans les recoins de sa vie la plus intime, et on ne manquera pas de faire le rapprochement avec le film vidéo que l'on aura découvert, film vidéo qui met en scène Odile nue sous la douche. En fait, elle avait vu les photos. Elle les avait vues dans son ordinateur, puisqu'il y avait des dossiers, des sous-dossiers. Elle ne comprenait pas, elle a regardé de plus près, elle me dit « mais regarde », elle me dit « c'est moi ». Il me prend en photo de où, donc en regardant dans la salle de bain, on s'est aperçu que ça venait du trou d'aération qui donne dans le grenier. Donc là, on s'est vraiment dit, il y a vraiment un truc qui sonne pas, qui va pas bien chez lui, quoi. Aller se cacher pour prendre des photos au-dessus d'une grille d'aération, c'est de la perversité. Même dans un couple, c'est de la perversité. On se dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. De prendre sa femme, déjà de prendre quelqu'un qu'on connaît pas, c'est déjà pervers. Alors, mais en plus d'espionner sa femme, de ne pas avoir le courage de rentrer dans la salle de bain, de l'espionner, la prendre en photo, pourquoi faire? À quoi vont servir ces photos? Je l'ai communiqué aux enquêteurs et c'est là qu'ils ont compris que c'était lui, Olivier Touche, qui était l'auteur des photos. Les enquêteurs en sont désormais convaincus, Olivier Touche est le violeur, le meurtrier de sa femme. Mais pour autant, ils n'ont pas d'éléments déterminants pour le prouver, du moins pour le moment. Et cet élément déterminant, eh bien, c'est l'opérateur de téléphonie qui va nous l'apporter une dizaine de jours après. L'opérateur de téléphonie va nous dire que le téléphone portable d'Olivier Touche a accroché une borne, a été connecté à une borne qui couvrait Rovarandin le jour où Odile a été tuée. Théoriquement, il n'avait rien à y faire, puisqu'il habite à Douai Centre, qui est à 10 km. On comprendra immédiatement qu'il n'était pas chez lui aux heures du crime. Et là, on se rend compte que ça colle plus avec sa déposition. Qu'il n'est pas chez lui en train de regarder la télé. Ça va pas, ça colle pas. Le 5 juin 2007, soit 13 jours après le viol et le meurtre d'Odile, Olivier est interpellé et placé en garde à vue. Il se montre surpris par cette interpellation et ce placement en garde à vue. Il ne comprend pas pourquoi on l'accuse d'avoir tué et violé son épouse. Et donc, pendant plus d'une dizaine d'heures, il va affirmer son innocence. Il n'avouera rien, au contraire, il en est même à presque toiser la PJ en leur disant que c'est un scandale qu'il soit là, qu'il ferait mieux de chercher ailleurs que de s'intéresser à lui. Il est étranger à la mort de son épouse. Jamais il n'aurait fait du mal à sa fille en tuant sa maman. Le second argument, c'est que Odile était tout pour lui. Elle subvenait à ses besoins, elle lui faisait ses lessives. Donc pourquoi finalement aurait-il tué la personne qui l'aidait? Les enquêteurs lui déroulent tout ce qu'ils ont. Et bien évidemment, le plus déterminant, c'est cette histoire de téléphone portable. À partir du moment où il a compris que le mensonge ne pouvait plus résister aux preuves techniques, Monsieur Touche va livrer aux enquêteurs, mais de façon glaciale, mécanique, l'itinéraire de ce crime prémédité. La première chose qui nous validait, c'est évident. Même si on n'osait pas se l'avouer, que ce soit moi comme mon épouse, pour nous, c'était évident que ce soit lui. Même si on essayait de croire un peu à ses mensonges en disant non, c'est pas possible, elle l'aidait, c'était son soutien dans la vie, parce qu'il était vraiment, s'il n'y avait pas eu ma belle-sœur, il était à la rue, il avait rien. J'ai pas envie que ce soit lui. J'ai pas envie que ce soit lui parce que je me dis, il a sa petite fille. Donc je m'imagine, je me dis, si c'est lui, voilà, c'est la catastrophe, la petite, elle se retrouve sans parents. Enfin, ça a déjà été difficile de lui annoncer le décès de sa maman. Mais là, maintenant, je lui dis, il va falloir lui annoncer que celui qui a tué sa maman, c'est son papa. Donc là, c'est encore une épreuve à passer, quoi. Interrogé par les enquêteurs, Olivier Touche va finalement livrer des aveux précis et détaillés. Il explique que le jour des faits, il aurait reçu un avis d'expulsion. Il aurait alors décidé de se rendre en pleine nuit chez Odile. Il est convaincu que face à cette nouvelle difficulté, l'expulsion, sa femme va avoir une réponse.
Et comme il aime comme un fou sa femme, il se dit que la seule solution, c'est d'aller parler avec elle et d'essayer de reprendre la vie commune. Il se retranche derrière des bouffées d'angoisse, sauf que bien évidemment, rien ne l'empêchait de l'appeler, rien ne l'empêchait de la contacter, de lui envoyer même un SMS en lui disant « Est-ce que je peux passer, ça va pas, est-ce que tu peux me rappeler ?» Voilà, il n'y a aucune tentative de joindre Odile à d'autres moments de la journée ou ce soir-là. C'est quand même bizarre de venir discuter à 3 h du matin de ses problèmes financiers, quoi. Voilà, on n'a jamais vu ça, quoi. Il va expliquer que, n'ayant pas le moral, il va se rendre à pied chez Odile. Il va parcourir seul et à pied les 10 km qui séparent son domicile de celui d'Odile à Rovarandin. Il va arriver chez Odile sur le coup de 3 h du matin. C'est son ancien domicile conjugal, là où il a habité plusieurs années avec sa femme. Il sait qu'il y a une fenêtre au rez-de-chaussée qui ferme mal. Il sait qu'il y pénétrera sans difficulté. Il va décider donc de se cacher au domicile de son épouse. Il va se cacher dans le grenier et observer son épouse. Il sait qu'elle va se lever sur le coup de 4 h puisque son travail doit commencer à 5 h. S'il ne veut pas la réveiller, il peut l'attendre dans le canapé, il peut rester dans une pièce de vie et il n'est pas obligé de se rendre dans une pièce où il sait qu'il va pouvoir tout surveiller et tout contrôler de là-haut. Et puis, surtout, s'il se met là pour attendre qu'elle se réveille, eh bien, quand elle se réveille, il peut aussi lui parler. Chose qu'il ne fera pas. Il l'observe, il la regarde, il la voit une nouvelle fois dans la douche, etc. Et il la laisse partir travailler. Il n'aura pas le courage, déclarera-t-il, de se manifester lorsqu'il la verra se lever et partir, et il restera au domicile de son épouse jusqu'à son retour. Il va expliquer être caché même lorsque Odile sera de retour du travail, sur le coup de 13 h. Et là, il va l'observer, préparer son repas, prendre son repas. Et ça conforte le côté voyeur d'Olivier Touche. Il était dans une situation très inconfortable pendant autant d'heures. Il est vraiment là, terré. Il pousse le vice jusqu'à lui envoyer des messages pour voir si elle va soupirer, si elle va l'insulter. Donc il essaye de la piéger avec ses SMS et même elle là, il ne peut pas y arriver parce qu'elle lui répond et qu'elle reste humaine. On ne peut pas s'empêcher de penser au fauve et à la proie, qui la guette, qui l'attend, tapis, le meilleur moment pour agir. Et c'est quand même une impression assez désagréable, cette image. C'est un prédateur. C'est un prédateur. Il est resté enfermé là, des heures, à réfléchir comment il allait faire. Tout était calculé pour lui. Je suis sûr qu'il avait déjà calculé comment il allait la tuer, ce qu'il allait lui faire. C'est pas du tout une pulsion qu'il aurait eue. Non, c'était vraiment calculé, prémédité, quoi. Voilà, parce qu'il avait quand même 18 h pour réfléchir et dire bon, bah non, je vais penser au moins à sa fille. Penser à sa petite fille qui allait se retrouver voilà, sans sa maman. À 16h30, Odile va chercher sa fille à la sortie de l'école et elle revient avec elle à la maison pour lui donner le goûter. Olivier est toujours caché dans le grenier. Il espionne ainsi sa femme et sa fille depuis maintenant une dizaine d'heures. Il va également observer les faits et gestes de la maman et de la fille, puisqu'il verra Odile donner le bain à sa fille. Il a eu là, véritablement, ce qu'il avait de plus précieux devant les yeux, qui était sa fille. Et nous n'avons pas compris qu'en voyant effectivement cette petite fille, il n'y ait pas l'électrochoc. Il n'y ait pas effectivement la capacité à se dire « mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Allez, je m'en vais. Odile m'amène à manger, elle me donne le peu d'argent qu'elle a. Enfin, je m'en vais, je me sauve. Là, je suis peut-être jaloux, mais quel idiot, quel imbécile, parce que je vois comment elle s'occupe de ma fille, j'entends ma fille rire. Donc, l'avocat que je suis ne comprend pas que cet homme n'ait pas à un moment un instinct paternel qui prenne le dessus sur cet instinct de jalousie. Il ne trouve rien quand il fouille la maison qui puisse lui faire penser qu'il a raison d'être aussi jaloux. Rien. Il n'y a pas d'homme qui passe, il n'y a pas d'homme qui sonne, il n'y a pas d'homme qui téléphone. Et pour autant, il ne se calme pas. Il va détruire la vie de sa femme, bien évidemment en la tuant, mais aussi condamner cette petite fille en la rendant orpheline de mère
et avec un père coupable de l'acte le plus odieux et enfermé pour longtemps. Et puis, bon, après, elle a amené sa fille chez mes parents pour la nuit. Et quand elle est rentrée, bon, bah, il l'a laissé prendre sa douche. Voilà, certainement qu'il devait encore la regarder de par le trou d'aération, sans doute. Et puis après, il s'est montré quand elle est sortie de sa douche, quoi, au moment où elle allait se coucher. Ma belle-sœur était prisonnière de sa propre maison. Elle avait fermé sa porte à clé, pour elle, elle était tranquille. Et puis lui, voilà, il sort des combles, il apparaît. Et il apparaît pas pour lui parler, il apparaît pour la tuer. Elle va être surprise de le voir et il va lui expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Et là, Odile aurait eu une réaction violente, lui disant que s'il en était arrivé là, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui, qu'il finirait sous les ponts, qu'il ne verrait plus sa fille. Elle va se mettre à rire en disant « Mais comment tu as pu croire qu'on allait reprendre la vie ensemble ?» Et là, il a eu un éclair. Il s'est dit « Mais en fait, tout le scénario que j'avais inventé, que j'allais peut-être reprendre la vie avec elle, s'est effondré. » Et ça lui a fait énormément de mal au fond de lui-même. Cette version, nous ne la croyons pas. Nous sommes effectivement convaincus que dès qu'elle revient, il passe à l'acte. Et ne croyons pas qu'il s'est passé le temps d'une discussion et le temps d'une conversation. Alors selon lui, c'est à ce moment-là qu'il perd son sang-froid. Il y aura un échange de coups. Il l'aurait saisi à la gorge et l'aurait étranglé. Odile aurait perdu connaissance et serait tombée. Olivier Touche déclare s'être rendu dans le garage afin de rechercher une corde qu'il aurait utilisée pour l'achever. Il est convaincu, depuis qu'il l'a étranglée avec la corde, qu'elle n'a plus de vie, qu'elle ne respire plus. Donc Olivier Touche va nous dire qu'il croit à ce moment-là que son épouse est morte. Il déclare qu'il a transporté le corps sur le lit, là où on l'aura retrouvé, et c'est là qu'il aura, selon lui, un rapport sexuel avec le cadavre. Les déclarations d'Olivier Touche selon lesquelles il aurait eu le rapport sexuel avec le cadavre de son épouse sont malmenées tant par les conclusions du médecin légiste que celles de l'anatomopathologiste qui vont conclure tous les deux à un rapport sexuel du vivant d'Odile. Ces conclusions sont objectivées par le fait qu'elle a saigné, d'une part, et par la présence d'un placard échymotique, d'autre part. Ce n'est pas un cadavre qui a été violé, mais une femme qui allait mourir. Dire qu'on viole une femme que l'on vient d'étrangler, c'est encore quelque chose d'inentendable. Comment, plutôt que de porter secours à la mère de cette petite blonde qu'on a vue quelques minutes avant, on décide de s'acharner sur un corps qui gît. On apprend qu'il était venu avec des préservatifs dans sa poche, donc c'est que forcément il n'avait pas l'intention de jouer aux cartes, quoi. C'était vraiment calculé, quoi. Il a pris soin d'enfiler un préservatif pour être bien sûr qu'on ne retrouve pas son ADN sur le corps. Cet élément est bien évidemment pour tous accablant. Il signe la froideur. Nous sommes convaincus qu'il s'agissait véritablement d'un acte d'exécution et que c'est une exécution qu'il avait décidé d'agrémenter de jeux sexuels. Il a eu tout ce qu'il voulait. Lors de son procès en mai 2009, Olivier Touche a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. L'avocat général avait requis la perpétuité. Olivier Touche est resté froid, surtout sans remords. Il a expliqué que s'il avait violé Odile, c'est qu'elle le méritait bien, car, je le cite, elle faisait l'amour avec tous les gars du quartier. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas en profiter, car après tout, c'était encore ma femme. Une dernière insulte à Odile. Il est toujours dans son système de défense, salir ma belle-sœur. La salir, la salir, la salir, la salir. Elle était tuée une deuxième fois par M. Touche, il la rend responsable. Pour lui, c'est sa faute. Lui, il était là, il l'aimait, par-dessus tout, il l'a tuée, c'est sa faute. Non. À la fin de l'instruction, nous n'aurons pas trouvé d'éléments permettant d'accréditer la thèse d'Olivier Touche, selon laquelle Odile était une femme volage et infidèle. Bien au contraire, tous les témoignages vont converger dans le sens d'une mère aimante, d'une employée exemplaire, d'une excellente épouse qui, malgré la séparation d'avec son mari, allait continuer à s'occuper de lui et à lui éponger ses dettes. En fait, le crime d'Olivier Touche, c'est le crime de l'ingratitude. Qu'il s'en prenne à celle qui continue de lui tendre la main, c'était quelque chose d'impensable. Je lui en veux.
Ah ça, je pardonnerai jamais. Jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est sûr que jamais il aura mon pardon, jamais. Le drame de cette affaire, c'est que nous avons une maman qui est morte et un papa qui est en prison pour longtemps. Et c'est normal qu'il soit en prison pour longtemps. Le plus délicat, c'est d'arriver à dire à la fille, à la petite fille, que sa mère est décédée et que c'est son père qui l'a tuée. Et que du jour au lendemain, elle ne verra plus ni l'un ni l'autre. Olivier Touche, il a fait le deuil de sa femme et de sa fille en même temps. Hein. C'est fini. La situation est claire dans sa tête. Hein. Il sait très bien qu'à partir du moment où il est le tueur de la maman, il ne peut pas avoir une relation normale avec sa fille. Alors juste après l'incarcération d'Olivier Touche, pour moi c'était une évidence que voilà qu'elle vienne avec moi quoi. La question se posait même pas quoi. Pour moi c'était logique quoi. C'était ma sœur, c'est sa petite de ma sœur, donc voilà c'était comme ça quoi. L'arrivée dans une famille, un papa, une maman, elle était avec ses cousines, donc c'est vrai que ça s'est bien fait quoi en fait. Puis pour nous, c'était une évidence. On n'allait pas laisser cette pauvre petite comme ça, toute seule. Non, c'était avec nous. Ça devenait notre troisième fille. Et c'est devenu notre troisième fille. L'image que je veux qu'on garde de ma sœur, c'est que c'était une personne gentille. Voilà, qui aimait sa fille. Et surtout, voilà, c'est qu'on garde une bonne image d'elle pour que sa petite fille, en grandissant, voilà, elle ait un bon souvenir de sa maman, quoi. Une maman aimante, voilà, qui l'aurait jamais laissée, quoi. Combien de temps faudra-t-il, sans doute jamais, pour que cet enfant oublie que son père a pu lentement, tranquillement étrangler sa mère? Que c'est son père qui l'a fait, non pas une ombre inconnue. Son père qui vit toujours alors que sa mère est morte. Son père qui gaspille en cellule une vie injuste, un être aujourd'hui inutile et qui, quelle que soit la longueur de sa détention, ne pourra jamais racheter les vies qu'il a volées. Jamais.